Hommage aux Daft Punk, qui ont commencé leur carrière sur FG. Hey, we're Daft Punk. 1993-2021, ce sont les dates de carrière d'un duo légendaire. Ils nous laissent une discographie impressionnante de Daft Punk à Get Lucky en passant par One More Time et Around the World. Les Daft Punk ont été depuis leur début une inspiration pour beaucoup de DJ et producteurs et c'est pour cette raison qu'FG leur rend hommage ce soir. L'occasion de revenir sur l'histoire commune entre le duo casqué et Radio FG où ils ont décroché une résidence dès 1995. J'ai eu la chance de voir leur carrière évoluer au fil de mes interviews avec eux et ce sont ces moments privilégiés et chanceux qu'on voulait vous faire partager ce soir. Des interviews faites en 2001 pour la sortie de Discovery, puis en 2003 pour celle d'Interstellar 5555 et enfin en 2007 pendant leur tournée Alive, une soirée en musique avec aussi la rediffusion d'un Selectorama Daft Punk, 1 heure de son exclusif sélectionné par les Daft pour Radio FG en 2007. On commence cette émission spéciale avec une interview donnée en 2007. Un an avant, ils donnaient un concert événement au festival Coachella, un retour en force qui va conduire le duo à reprendre les routes pour défendre son 3e album Human After All. Le nom de la tournée, Alive 2007. Ils passeront par Paris et c'est FG qu'ils ont choisi pour cette interview exclusive que je vous propose de revivre. Daft Punk. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le duo star Daft Punk, Thomas Guiman. Ils sont à nos côtés. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur FG. Aujourd'hui, vous êtes là déjà pour le plaisir, parce que c'est très régulièrement qu'on a le plaisir de vous accueillir sur FG. Ça fait déjà un bail, puisque on se souvient, et on le disait tout à l'heure en antenne, dès 95, vous aviez eu votre première résidence hebdomadaire. C'était le vendredi midi à l'époque, je m'en souviens. Vous sortez aujourd'hui un album live, Alive 2007, enregistré lors d'un de vos concerts à Bercy. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'était un concert particulier, pour ne pas dire extraordinaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà de ce concert, des souvenirs et puis aussi de la façon dont vous l'avez préparé ? C'était particulier parce qu'on n'a pas joué à Paris depuis 1997. Et en même temps, voilà, on est en tournée depuis 2006. La tournée s'arrête dans quelques semaines en Australie. On a un peu tourné tout autour du monde et c'était juste la date du concert à Paris. C'était un moment important pour nous et on est content d'avoir pris ce soir-là pour résumer un peu le concert et la tournée qu'on est en train de faire depuis 2 ans. Alors cette tournée, elle a commencé où ? Elle vous a emmené à visiter quel public ? Elle est au devant de qui ? Et finalement, est-ce que le monde entier aujourd'hui est de la même manière réceptif au son des Daft Punk ? Et en d'autres termes, à la scène électro-française ? On peut dire ça, je pense. Ce qui a commencé comme quelques concerts exceptionnels, exceptionnels parce qu'il devait en avoir 3 ou 4. On commençait à Coachella aux États-Unis, près de Los Angeles, en avril 2006, et ensuite aux Hurricanes de Belfort. Il y a eu un peu un effet boule de neige. On s'est retrouvé à faire des concerts aussi bien dans toute l'Amérique du Sud, de Santiago à Berlin, à Tokyo, en repassant par Las Vegas il y a quelques semaines, mais le Mexique et tous les États-Unis. Ouais, on a eu beaucoup de chance de jouer, de partager ces moments avec le public et une relation qui était devenue un peu abstraite au fil des années et qui s'est retrouvée extrêmement concrète ces soirs-là. Alors l'album, c'est un double CD, précisons-le. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'est la captation intégrale de Bercy ? C'est la captation intégrale de Bercy sans aucun edit, aucune modification. Ça tient pas sur un CD, donc il y a une édition spéciale qui tient sur 2 CD avec aussi le clip de Harder Better du single de la nouvelle version qui était tournée à New York avec 200 caméras et un livret de 50 pages aussi de photos de la tournée américaine. Alors précisons-le, les 200 caméras, c'est pas 200 caméramens qui ont été forcément mobilisés pour l'occasion, ou plutôt aussi d'une certaine manière, puisque je crois que les 200 personnes qui se sont impliquées, c'est votre public. Voilà. Guiman. Ouais, non, c'est des fans à qui on a proposé des caméras et qui ont bien voulu filmer le concert de différents angles. C'était aussi pour rendre hommage à ce qui s'est passé sur Internet avec ces milliers et ces dizaines de milliers de petits clips que les gens ont fait comme ça très spontanément avec leur téléphone le plus souvent et de rester dans cet esprit comme ça d'interaction. On n'avait pas du tout prévu ça. On a essayé de faire un concert qui innove, qui soit différent et on a l'impression que le public a expérimenté avec nous et est arrivé avec ça et on pensait que c'était important de leur rendre hommage de cette façon-là avec cette vidéo.
Alors, puisqu'on parle de live avec ce nouvel album, revenons sur ce concert. Les concerts sont très impressionnants. Ils combinent l'image, le son, le réel, le virtuel. Comment vous avez conçu ce show? Parlez-moi de cette grosse pyramide qui vous suit depuis le début de la tournée. On voulait partir sur... souvent, comme plein de choses qu'on fait, on se demande ce qu'on aimerait écouter ou ce qu'on aimerait voir. Et quand il était question de faire le premier concert Coachella, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va retourner comme il y a 10 ans avec une table et notre home studio sur scène comme ça? Ou est-ce qu'on va essayer de réfléchir à un truc un peu plus élaboré ou qui nous ferait qu'est-ce qu'on aimerait voir quoi? Et qu'est-ce qui est pas disponible autour de nous? Et donc on est arrivé avec cette pyramide, plein de jeux de lumière et de technologie, de trucs qui étaient assez récents l'année dernière, enfin qui sont toujours récents. Et essayer de faire sur scène quelque chose qui soit différent d'un concert de rock ou d'un concert de techno ou d'un simplement un DJ et d'arriver avec quelque chose de mettre les robots surtout pour la première fois de les faire devenir réalité quoi, pas seulement en clip ou vraiment d'être là et d'arriver à quelque chose de nouveau peut-être. Je pense que aussi nous on vient de la scène de la musique électronique comme ça des années 90 avec le mouvement des raves et de plein de choses que tu as pu très bien connaître aussi, et on avait vraiment la volonté de se dire on veut pas être dans une optique de revival comme ça un peu d'essayer d'être dans la nostalgie de ce mouvement-là, plutôt de dire voilà qu'est-ce qu'on peut faire en 2006 ou en 2007 qui soit différent. Et un moment comme ça qui est issu aussi bien d'une expérience des raves et des clubs que d'un concert de rock et de synthétiser ça aussi dans une expérience qui soit différente et c'est vrai qu'on a senti peut-être que le public à ce moment-là appréciait les concerts parce que ils disaient pas tiens je suis en 97 où j'ai l'impression d'être dans les années 90 plus que d'avoir l'impression de vivre quelque chose qu'ils pouvaient pas vivre il y a 10 ans et la musique électronique je pense qu'elle a aussi besoin de ça en ce moment, de dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de mieux ou de différent de ce qu'on faisait il y a 10 ans aussi. Mais c'est valable pour tout le monde parce que ça a été très 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 riche, une décennie très riche les années 90 et c'est important de la renouveler, de la réinventer. Très juste. Et surtout une occasion de marier les technologies aussi qui par là même ont beaucoup évolué. Ça s'est entendu beaucoup avec la musique et c'est vrai qu'au niveau des sons et lumières, il y a beaucoup de moyens je pense au niveau des lives. Oui, je pense la mémoire les processeurs des ordinateurs ont été démultipliés et d'un sampler avant t'avais 8 secondes en 90, en 95 il y avait peut-être 30 secondes de mémoire. Aujourd'hui c'est totalement illimité, il y a des petites cartes USB, des clés USB comme ça de 4 gigas, il y en aura de 8 gigas peut-être dans 2 mois à Noël ou l'année prochaine. Donc toute la technologie a totalement changé et ça a nécessité effectivement de repenser l'innovation, de repenser l'expérimentation au niveau de la musique électronique et de ce genre et puis de se dire effectivement peut-être l'innovation elle réside plus pour nous en ce moment dans la combinaison de la musique avec des images plutôt qu'une expérimentation musicale, strictement musicale qui devient de plus en plus difficile dans le sens où la musique électronique elle est vraiment très acceptée par la société aujourd'hui. La jeunesse c'est quelque chose de super positif mais ça pose des vrais challenges par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut innover quand on a envie de créer des choses nouvelles. En 15 ans, il y a eu beaucoup de modes, beaucoup de changements. Comment vous avez vu justement, comment vous avez observé les évolutions? Tout à l'heure, on parlait de l'évolution des musiques électroniques, mais plus à travers ces processeurs et ces technologies. Comment vous en avez vu l'application artistique et l'évolution à travers les modes? On a essayé un peu de faire abstraction de ça, en fait, je pense. On a essayé un peu de faire la musique qu'on avait envie d'entendre ou qu'on voulait faire effectivement dès la moitié des années ou le début des années 90 en découvrant nous-mêmes, en ayant à l'époque 17 ou 18 ans, découvrant les raves, les clubs principalement parce qu'on était assez grands pour pouvoir y rentrer. Et puis en ayant finalement à l'époque une volonté de joindre à la fois la musique, le rock qu'on pouvait aimer et la techno et on a toujours été très ouverts d'esprit et je pense que finalement à l'époque les gens ont peut-être oublié mais dans les années 90 tout était très 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 compartimenté comme ça et j'ai l'impression qu'aujourd'hui les kids comme on dit
écoute aussi bien voilà les White Stripes que les Beatles que Kraftwerk ou Justice ou Justin Timberlake et Stevie Wonder, quoi. Donc c'est vraiment, pour nous, ça a toujours été une volonté comme ça de faire la musique qu'on veut et d'essayer de pas être enfermé dans une catégorie. Donc c'est vrai qu'il y a eu la French Touch, l'électro-clash, la New Rave, enfin la jungle, le speed garage, le transcore, mais en même temps, ouais, ce qui est vrai, et là où on a eu beaucoup de chance peut-être, c'est ça va faire 15 ans qu'on a enregistré notre premier single, c'était en 93, qui est sorti en 94, et on a l'impression que on a dans ce milieu où il y a un nouveau genre musical tous les 2 ans et le nouveau son tous les 2 ans, on a réussi à passer un peu à travers à ces différentes vagues et à garder notre cap et à pas être éjecté d'aucune scène, quoi. Alors chaque disque, chaque album, c'est toujours pour l'artiste qui le prépare un travail introspectif. Pour vous, c'est aussi une recherche justement en innovation quand vous travaillez sur un projet quel qu'il soit, parce que c'est pas forcément d'ailleurs un album, ça peut être aussi un concert. Tout se fait à travers les innovations quand même pour vous. On essaie de pas faire 2 fois la même chose et puis de pas faire ce qu'on a déjà fait avant, quoi. Ça, c'est un des principes qu'on a depuis le début, c'est d'essayer toujours d'aller de l'avant et de pas se répéter. Tout le monde le sait, vous êtes extrêmement discret, tant et si bien qu'on ne sait pas, par exemple, ce que vous pensez de la scène française. Elle aussi, elle a continué depuis ces 15 années à rayonner à travers le monde. Elle a aujourd'hui des publics un peu partout. Vous continuez d'inspirer des jeunes producteurs, qui soient d'ailleurs français ou européens. Comment vous considérez cette French Touch 2.0 dont on a parlé un peu récemment? Bon, on adore, si on est moins segmenté qu'avant, on adore toujours quand même mettre des labels et des étiquettes. Comment vous voyez la scène française? Comment vous jugez sa créativité actuellement? Je pense qu'il y a des super trucs, et des bons morceaux, des artistes, des bons artistes, des bons producteurs. J'ai l'impression que il y a justement moins cette volonté d'innovation, mais c'est peut-être intéressant parce qu'on arrive avec des gens qui sont relativement plus décomplexés et qui ont juste envie de faire de la bonne musique, mais qui ont finalement pas du tout voilà, une volonté d'innovation qui leur permet de comme le rock est si on prend le rock qui est un genre établi et qui est avec plein de bons groupes de rock, il y a toujours des nouveaux groupes de rock qui arrivent. Aujourd'hui, on peut définir la musique électronique qui a des codes comme ça, et il y a des bons groupes qui arrivent et qui font des super morceaux et qui se sentent pas obligés de tout réinventer, mais juste d'exprimer des choses avec ces codes. Donc c'est vrai qu'on est très flatté et à la fois on aimerait être un peu plus bousculé et voir une nouvelle génération de producteurs qui arrivent et qui peuvent dire tout ça c'est du passé, voilà ce qu'il faut faire, voilà même et on a d'un certain côté on est flatté par les gens qui sont inspirés par ce qu'on fait et on a envie d'être un peu déstabilisé, et ça on n'a pas l'impression de l'être trop, et d'avoir plus une scène qui nous respecte beaucoup. Donc, Et vous êtes toujours motivé quand vous créez de la musique? Qu'est-ce qui vous motive le plus aujourd'hui? Tout. Donc on a commencé par faire de la musique et en s'intéressant aussi à l'image dès le début, avec les pochettes, les premiers clips. Depuis le début, on s'occupait des images et de la musique, mais là on a eu la chance depuis le début de toucher à de plus en plus de trucs, et c'est de plus en plus motivant. Avec la musique toujours en noyau, mais on a ouvert les portes de plus en plus, et puis là on a fait notre premier film, on est revenu sur scène avec un show sur lequel on a passé beaucoup de temps pour faire quelque chose qui valait la peine pour nous, et en fait on travaille de plus en plus, et donc ça va, quoi. Et c'est vrai qu'au cours de toutes ces années, vous vous êtes construit un univers vraiment propre. Votre musique, votre image, vos projets, tout se lie, tout se tient à l'image justement de votre album Human After All. Vous allez finalement de plus en plus avoir d'autres projets qui vont arriver. Je sais qu'il va y avoir le DVD de votre film Electroma. Vous le présentez comme une odyssée visuelle et musicale. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
On ne présente pas comme une odyssée, ça c'est l'accroche peut-être du film tel qu'il est présenté par les distributeurs, mais on a essayé d'expérimenter avec le cinéma comme on a pu le faire avec la musique il y a une quinzaine d'années. Et c'est vrai que voilà, c'est un film assez intimiste, assez personnel, sans parole, de science-fiction, qui est un peu bizarre, un peu hypnotique, répétitif aussi, comme la musique, parce qu'on aime les choses minimales. Et à la fois, c'était par rapport à la conversation qu'on avait tout à l'heure, c'était l'idée de se dire voilà. C'est des fois difficile d'expérimenter ou de faire des choses underground avec la musique électronique aujourd'hui, comme ça a tellement de succès. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme approche, et qu'est-ce qu'on peut avoir comme approche qui soit un peu à la fois expérimentale, à la fois underground. Et c'est d'une certaine façon ce qu'on a fait avec ce film, qui est pour l'instant, avant sa sortie en DVD, projeté en salle à Paris au cinéma du Panthéon depuis 6 mois maintenant, le samedi soir à minuit, qui est vraiment un truc confidentiel, et ça nous amuse aussi de continuer à faire des choses confidentielles comme on le faisait à l'époque avec nos labels Rouler ou Cri d'amour. On a toujours été extrêmement content de vendre 500 ou 1000 disques d'une sorte de DJ Tools comme ça, et en même temps d'avoir ce succès qu'on a pu avoir avec nos albums ou avec le projet Daft Punk. Et de la même façon là, on a fait des concerts là toute cette année devant 20 000, 30 000, 40 000 personnes, et ça nous fait aussi plaisir de voir ces 100 ou 200 personnes qui vont dans le froid le samedi soir à minuit voir le film et qui rentrent dans ce trip un peu psychédélique comme ça. Donc c'est complémentaire. C'est pas notre musique, c'est juste notre sensibilité visuelle et voilà, et une volonté pour nous de nous exprimer en tant qu'artistes avec plusieurs moyens d'expression. D'ailleurs, c'est Electroma, ce film, à l'image de votre album Human After All, revient sur les robots, sur les machines, sur la technologie. C'est une réflexion quasi philosophique, quasi symbolique que vous avez autour de ces androïdes, de ces robots, de ces machines. Oui, disons que la technologie nous fascine, sans doute parce que on est un peu dépendant d'elle. Je pense pas qu'on aurait pu faire grand chose sans la technologie. Et en même temps, elle nous fait peur un peu, comme n'importe quelle dépendance. C'est pas agréable d'être dépendant de quelque chose, et c'est vrai que la technologie prend en plus dans la société et dans la vie de tous les jours de plus en plus de place depuis 15 ans, mais même depuis tout le temps. Et voilà, on dit pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous touche, et la technologie est vraiment centrale dans notre processus créatif. Et comme pour beaucoup de musiciens et de gens issus comme ça de cette scène électronique, le mot électronique veut bien dire ce que ça veut dire. C'est presque de la musique technologique d'une certaine façon. Alors, toujours est-il que c'est votre premier film de science-fiction, premier film tout court. Hein. Oui, premier film tout court aussi. La vidéo, c'est un univers qui vous a toujours inspiré au demeurant. C'est vrai qu'avec vos vidéos dès le départ, vos clips, dès le départ, la vidéo était une des colonnes vertébrales de tout votre travail. C'est un domaine dans lequel vous allez récidiver, vous allez vous affirmer sur d'autres projets à venir. Est-ce qu'au niveau de la vidéo, au niveau des vidéos, on a fait le plus qu'on ait fait, c'est sur Human After All, justement. On a fait toutes les vidéos, et on a vraiment, là, on s'est vraiment penché dessus pendant un moment avant Electroma. Pour le futur, on sait pas encore. On a encore envie de faire des images et de la musique. Les vidéos, c'est sûr que t'as vraiment le côté musical et la dynamique de la musique avec l'image. On l'a fait il y a pas très longtemps, on le refera peut-être, mais on est content d'essayer de combiner différents moyens. Donc ça pourrait être encore une autre combinaison que la vidéo. Comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, on a essayé de créer un univers, une esthétique qui nous est propre, et aujourd'hui on a envie de continuer à développer, à étendre ce mini univers comme ça, aussi bien musicalement que visuellement, en utilisant comme ça des nouvelles technologies ou des technologies plus anciennes, et voilà, et continuer un peu à aller dans toutes ces directions, parce que je pense que c'est ce qui nous intéresse, et c'est peut-être ce qu'on validait notre public là toutes ces dernières années, où en comprenant qu'on n'est pas juste des musiciens, mais qu'on essaye de
de créer comme ça quelque chose d'un peu plus global, qui part un peu dans tous les sens, mais qui est personnel. Je voulais qu'on consacre aussi la dernière partie de l'interview à vos projets de production. Tout d'abord, est-ce que vous allez intervenir sur des singles, des ovnis, des DJ tracks, comme tu le disais tout à l'heure, ou sur vos labels respectifs, on peut de temps en temps voir un remix de l'un ou un de vos artistes, un des artistes que vous lancez. Comment vous allez musicalement intervenir en 2008? Je crois que le premier projet, on termine la tournée là, un peu avant Noël, donc on part au Japon, en Australie, et on achève comme ça cette tournée qui nous a occupés depuis début 2006. Le premier projet le plus concret qu'on peut évoquer, ça concerne plus Guy Manuel, mais c'est l'album de Sébastien Tellier que Guy Manuel a produit. Il sort en février, je crois. Début février, ça devait être janvier, mais je crois que c'est début février. Ouais. Tu l'as intégralement produit? Ouais, on était une petite équipe avec lui et puis Rico avec qui on fait Cri d'amour et Romain. Donc sur ton label en fait? Non, pas sur mon label, sur Record Makers, le label de Sébastien. Ils m'ont appelé il y a quelques mois et ils m'ont demandé si je voulais produire l'album. On a déjà toutes les informations. Sexual Sportswear, voilà, Sébastien Tellier. Et voilà, donc ça c'est du concret, c'est fini, c'est prêt. Et puis nous, Thomas et moi, une fois la tournée terminée, on a plein d'idées, de projets, de choses à commencer à travailler. On repart un peu dans notre laboratoire après cette tournée et il y a différentes pistes. En fait, il y a rien de totalement concrétisé en ce moment, mais différentes pistes de projets qui soient plutôt musicaux ou multimédia ou des projets d'image et je pense qu'on a été très très encouragés et on a reçu énormément l'énergie du public et des gens qui nous ont vus et pendant toute cette tournée et ça nous donne assez d'énergie pour replonger et faire des nouvelles choses. Au niveau des remixes, c'est assez intéressant parce que vous avez davantage fait l'objet de réédits et de remix de vos productions. Je pense à des grands artistes comme Kanye West et will.i.am que vous-même n'avez remixé d'artistes. Alors déjà, est-ce que vous êtes de moins en moins friand de l'exercice du remix? Est-ce que c'est pas un truc sur lequel on va vous retrouver dans les années qui viennent? Ça vous éclate pas? Ça nous a jamais. Quand on fait des choses, on doit obligatoirement faire des priorités. C'est un peu bête, mais je pense qu'il y a plein de choses qui nous éclatent et on a fait des remixes, on en a fait quelques-uns, mais c'est vrai que c'est pas dans notre priorité. Donc on essaye de faire c'est numéro 8 dans notre top list priorité. Alors ça c'est top 8. En revanche, je pense que vous êtes top 1 de la priorité de grands artistes internationaux. Kanye West et will.i.am, pour eux, vous êtes top 1. Ils vous ont ils sont plutôt quand même apprécié vos productions. Est-ce que le fait d'intervenir comme ça sur alors par personne interposée, j'allais dire, parce que là c'est eux qui vous revisitent, vous impliquez sur la production de grands Américains, toi Thomas qui est aussi entre Paris et Los Angeles? Est-ce que on dit toujours que Los Angeles c'est quand même la capitale de l'entertainment, aussi du hip-hop, de la musique? Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer des grands producteurs de hip-hop ou internationaux avec lesquels tu aurais envie de faire des choses? Pas vraiment, disons. Ouais, on a toujours été plus ou moins approchés par des artistes. Il y a des collaborations qui se sont pas faites des fois parce que c'était des problèmes de planning où on travaillait sur notre album ou sur la tournée. Voilà. Après, il y a des gens, je sais pas. Des gens, des producteurs, voilà, Kanye West qui est venu nous voir en tournée à Chicago cet été et pas mal de gens qui sont intéressés peut-être de plus en plus aussi dans le hip-hop, mais il n'y a rien de concret pour l'instant. Je pense qu'on a la volonté de faire notre propre truc et des fois de collaborer avec des artistes, peut-être ça nous intéresse, c'est ce qu'on aimerait faire dans le futur, mais pour l'instant ça s'est pas encore fait.
Thomas et Guiman, revenons-en à la tournée qui va se poursuivre encore en décembre avec encore quelques petites dates. Je sais au Japon, en Australie, des pays qui sont très réactifs au son français. Alors en général, quel accueil avez-vous observé de la part des différents publics? Comment les gens réagissent-ils quand ils assistent comme ça à un concert des Daft? Ils ont l'air contents. Ils réagissent bien. Ouais, super. Il y a des pays comme ça où vous sentez qu'il y a vraiment une fusion entre votre style? Partout, franchement, dès le premier concert où on savait vraiment pas à quoi s'attendre à Coachella, où on était complètement stressé, on arrivait avec tout ce show qu'on avait bossé, mais on arrive en robot dans une pyramide, on flippait un peu de ce que ça allait donner. En fait, à partir de là, tout s'est déroulé hyper bien, et à chaque fois le public, que ça soit en Argentine où ils sont vraiment ambiance foot à chanter, ou que ça soit partout, les gens vraiment donnent l'impression d'être vraiment au maximum de leur pêche, quoi. Je pense que c'est vrai qu'ils réagissent différemment selon les pays, mais on a l'impression qu'ils sont au maximum de leurs possibilités. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, et c'est vrai qu'il y a des différences culturelles. Après, on danse pas de la même façon. Il y en a qui sautent, il y en a qui dansent, il y en a qui chantent, il y en a qui. Mais mais on a eu de la chance vraiment d'avoir un excellent accueil et d'avoir l'impression vraiment de faire un truc qui soit un peu universel ou un peu fédérateur comme ça, et ça on l'avait pas vraiment prévu, et ça nous a fait très plaisir. Vous devez l'attendre avec impatience, la date au Japon, vous qui avez quand même toujours eu aussi cette sensibilité à la culture du manga avec Interstellar, etc. On l'attend, mais c'est un peu un rappel en fait, parce que c'est finalement le seul pays où on retourne. On a joué l'été dernier, et le spectacle a un peu changé, il est un peu plus long, il y a des nouvelles choses, mais c'est vrai que ça nous fait plaisir. On joue 2 soirs à Tokyo. Et c'est symboliquement, c'est avec tous les voyages, tout le travail qu'on a fait avec Interstellar, et ça nous fait vraiment plaisir d'avoir cette reconnaissance du public japonais. C'est pas plus difficile quand on est un artiste électro de faire un live? Finalement, on est à la fois rassuré par la présence de ces machines, mais en même temps, c'est vraiment un autre exercice que celui de la musique acoustique. Comment vous avez occupé la scène? Comment vous avez fait tout ce travail d'apprentissage entre le travail du musicien électronique et celui de la scène? Je pense que c'est un travail qu'on a commencé pratiquement au même moment où on a commencé à faire de la musique électronique. Dès 94 ou 95, on a fait des petits lives dans des raves, dans des clubs, dans des chants, dans des free parties à moitié, et on a essayé d'évoluer comme ça avec le temps. Et on avait 18-19 ans. Je sais pas si ça nous amuse autant de faire des concerts dans le froid, sous la pluie, avec 1 mètre debout. Et c'est chiant pour le matos, quoi. On a trop stressé pour le matériel. Mais voilà. Alors, et je précise qu'à l'époque il n'y avait pas le GPS. Il n'y avait même pas le comment on dirait en Belgique, il n'y avait pas le GSM non plus en fait. Ouais. Donc il y avait pas de portable. On attendait sous la pluie les promoteurs à 4h du mat avec les sampleurs où il y avait de la buée sur l'écran. Ça. Et puis on se baladait comme ça avec tous les flight cases à porter avec nos potes en seconde dans le train, en se galérant avec tous les claviers, les boîtes à rythme et tout ça. Là maintenant on a 15 tonnes d'équipement, 25 personnes, ça voyage par avion, par bateau. Donc c'est vrai qu'on a un luxe d'infrastructure qui est différente, mais on a la même impulsion, la même énergie comme ça d'essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on pouvait pas faire dans ces free parties il y a 15 ans, et on a un peu ajusté les choses et combiné un peu tout ça, et en même temps on est peut-être un peu plus comme on est vraiment devenu ces robots au fur et à mesure, ça nous permet d'être un peu plus showman. On n'est pas vraiment dans le showmanship à la base, mais là on s'amuse à devenir ces androïdes, et ça nous libère peut-être un peu de notre timidité initiale. Alors dans 3 minutes on va vous retrouver pour un autre exercice, celui du Selector. Comment vous avez travaillé cette heure de programmation pour les auditeurs d'FG? C'est un mélange de morceaux qu'on avait, qu'on a retrouvés, de vieux morceaux, de morceaux plus récents, d'électronique, de rock. C'est beaucoup plus éclectique qu'un DJ set électro ou house. C'est plein de trucs différents.
Et au niveau des DJ sets, est-ce que on vous retrouvera prochainement est-ce qu'il y a un club où finalement vous avez envie de poser votre flycase un séjour pour On a vraiment arrêté de mixer en fait il y a bientôt 5 ans ou 6 ans, donc moi à l'époque c'était parce que j'avais un peu des problèmes d'oreille et je trouvais que la musique était très forte dans les clubs, et maintenant je me protège un peu plus les oreilles et j'encourage les gens à le faire un petit peu s'ils restent trop longtemps. Collez aux enceintes. Près des enceintes, voilà. Mais voilà, je pense c'est top 9 dans votre sélection. C'est top 9, non, c'est top 7. Top 7. Mais non, pourquoi pas. Mais c'est vrai que la création et toutes les choses nous prennent beaucoup de temps, et puis on avait la volonté de faire d'autres choses. En tous les cas, merci à tous les deux, Thomas, Guy-Man, merci à vous d'avoir merci beaucoup avec nous fait cette petite ce panorama à la fois à l'occasion de la sortie de l'album Alive 2007, en attendant la sortie imminente, puisque ce sera le 5 décembre de votre long métrage en DVD Electroma, que vous pouvez continuer d'ailleurs à aller voir le samedi soir dans un cinéma parisien. Thomas, rappelle-moi la salle. Alors c'est le cinéma du Panthéon, c'est rue Victor Cousin, tout près du Panthéon, comme ça. C'est à minuit. Voilà, c'est à minuit. Voilà, et c'est la séance de minuit. Et vous avez de toute façon sur le site daftlive, toutattaché.com, toutes les infos. Merci à tous les deux. On vous retrouve maintenant dans une petite poignée de minutes pour cette heure de Selector. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos dernières dates de la tournée au Japon et en Australie. Thomas Guy-Man, merci beaucoup. Merci Antoine. Merci à toi. Et à très bientôt sur Avion.